Bienvenue à toutes et à tous pour ce séminaire sur la réforme fiscale et l'AP Automation. Donc, nous allons aborder durant une petite heure comment se préparer dès maintenant à digitaliser le processus de traitement des factures fournisseurs de bout en bout. Nous co-animons ce webinaire avec Generix Group. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir comme intervenant aujourd'hui Christophe Viry, qui est le directeur marketing produit au sein de Generix, ainsi que Franz Kili du CXP, qui est directeur d'émission, et Patrick Rally, expert en logiciel et analyste au sein du CXP, qui tous les trois vont nous présenter effectivement ce domaine et notamment tout ce que ça va comporter en termes de réforme fiscale. Pour le confort de tous, vos micros sont coupés. Néanmoins, vous pouvez, au fil de cette présentation, nous poser vos questions et ça sera avec plaisir qu'on y répondra en fin de session. Donc, n'hésitez pas, hein, on les prendra au fil de l'eau, on les regardera et on y répondra à la fin. En termes d'agenda, donc 45-50 minutes pour vous présenter, gérer cette thématique et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Donc, tout d'abord, une présentation de nos entités, un CXP et Generix. Ensuite, on laissera la parole donc à nos experts sur le contexte de la transformation numérique. On enchaînera sur la digitalisation de la chaîne de la dépense en peer-to-peer. Et enfin, on abordera le sujet avec Generix sur l'AP Automation, les fonctions, les bénéfices, les opportunités qu'on peut en dégager et surtout la réforme fiscale qui va derrière. Donc, la présentation du CXP en quelques minutes. Nous sommes leaders du conseil et l'analyse des logiciels et des services associés. Nous accompagnons nos clients donc, dans leur prise de décision grâce à une approche unique à la fois d'évaluation des produits, des services et de leur utilisation commerciale depuis maintenant près de 50 ans, puisque nous avons été fondés en 1973. Et donc, nous abordons l'ensemble, je dirais, de nos services avec trois activités, à la fois la recherche. La recherche, donc nous mettons toute notre base documentaire à votre disposition sur le portail qui s'appelle MyTechno. Je vais y revenir dans quelques secondes. Nous vous proposons également du conseil pour vous accompagner dans le choix de vos logiciels, notamment également de vos différents prestataires que vous allez utiliser dans le cadre de vos besoins. Et enfin, comme nous l'avons fait aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'événementiel, donc à la fois à travers des webinaires, mais également des événements physiques. Je pense qu'on va pouvoir les reprendre dans très peu de temps. Donc, notre recherche, c'est à travers l'outil MyTechno. MyTechno, c'est une plateforme collaborative de services. Elle vous permet en fait de faire le choix de logiciel, le choix d'intégrateur, comment piloter son système d'information, comment sécuriser ses approches et surtout, aujourd'hui, comment transformer son SI. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, justement, avec l'automatisation d'un bout à bout, donc du traitement des factures fournisseurs. Je vais laisser la parole à Christophe qui va vous présenter Generix. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Generix en quelques mots. Un premier slide pour symboliser notre activité, notre métier. Donc, nous sommes un opérateur de plateforme dans le domaine de la supply chain collaborative avec un certain nombre de services, les principaux étant autour de l'exécution de la supply chain en tant que telle et la collaboration interentreprise. Donc, c'est au sein de l'activité de collaboration interentreprise qui représente environ 50% du chiffre d'affaires que nous avons une activité d'invoicing entre les entreprises et les pouvoirs publics. Alors, quelques chiffres pour poursuivre. Donc, sur Generix, nous sommes un peu plus de 800 personnes aujourd'hui. Nous réalisons 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes une société cotée en bourse. Et nous sommes présents avec nos filiales dans une petite quinzaine de pays. Nos solutions ont été déployées dans un peu plus de 50 pays. On investit beaucoup en R&D ces dernières années. C'est maintenant 18% de notre chiffre d'affaires. Voilà pour la présentation de Generix. Merci Christophe. Donc, nous allons enchaîner avec le contexte de la transformation numérique. Et donc, je laisse la parole à nos experts. Bonjour, donc je suis Patrick. J'aimerais, pour introduire le sujet, finalement rappeler la trajectoire des entreprises aujourd'hui qui souhaitent se doter d'un système d'information capable de relever les défis. Je vais être très bref parce que c'est juste pour planter le décor et se dire finalement à quoi servent les solutions d'AP Automation dont on va parler aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes. Alors d'abord,
rappeler le contexte très rapidement, la pandémie, on l'a tous vécu, on la vit encore. Cette pandémie a révélé finalement dans les entreprises de nombreuses limites, des limites organisationnelles, quelquefois il a fallu s'adapter plus ou moins bien, des limites en termes de distribution, en termes d'approvisionnement, des limites également en termes de système d'information, parce que justement pour les entreprises qui ont essayé ou qui ont réussi à s'adapter, il a fallu pouvoir continuer une activité à distance avec des outils qui le permettent, etc., etc. Donc on a vu à quel point finalement le système d'information pouvait être important, même dans ce cadre-là. On a également les entreprises soumises depuis longtemps maintenant à un contexte de mondialisation avec la multiplication du nombre d'acteurs, du nombre d'échanges, avec une accélération de la fréquence des échanges aussi d'ailleurs, et puis une accélération du cycle de vie des produits, des services, qui justement multiplie ce nombre d'échanges nécessaires à une entreprise qui vit dans un écosystème aujourd'hui et qui n'est plus toute seule à distribuer ses produits à qui le veut bien. Les entreprises sont également, depuis quelques années, alors si on parle de transformation numérique dernière génération, puisque l'informatisation a commencé il y a bien longtemps, mais on a des disruptions ces dernières années avec une vraie transformation, une accélération de cette transformation aussi, qui tente à conduire l'entreprise au sein de son écosystème, là encore, y compris en termes d'IT et de système d'information. Effectivement, au niveau transactionnel, c'est de plus en plus le cas où on avait de plus en plus de collaboration. Et aujourd'hui, les systèmes d'information doivent le permettre aussi et contraignent finalement les entreprises. Et puis, depuis là un peu moins longtemps, on parle d'uniformisation. L'entreprise doit multiplier les services qu'elle propose à ses clients, des services qui sont souvent basés sur la data, sur les données qu'elles exploitent, ces entreprises, et qui permettent notamment d'améliorer les marges, de fidéliser les clients, etc. etc. Donc c'est un contexte finalement global, hein, macroéconomique. J'aimerais ensuite rappeler quelques défis, quelques enjeux finalement de l'entreprise qui sont au-delà de ce qu'on vient de rappeler. La modernisation de l'économie, impulsée par nos gouvernements successifs d'ailleurs, et même au niveau européen. On a une dimension RSE qui est de plus en plus importante dans les entreprises avec, d'après une enquête que nous avons citée récemment aussi, près de 2/3 des entreprises qui placent la RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, qui la placent au cœur en tout cas dans les COMEX, hein, dans les sujets qui occupent le COMEX d'une entreprise. Donc évidemment, l'éthique, le durable, ce sont il y a une prise de conscience générale, hein, au titre individuel, mais aussi de l'entreprise. L'entreprise est également confrontée à des sujets RH, d'attractivité, de recrutement. Hein. On le sait tous, il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui n'est pas en peine pour recruter, pour fidéliser ses talents, ses compétences. Et puis, bon, la pandémie, mais pas que, montre qu'on a besoin dans l'entreprise de proposer de nouvelles organisations. Le télétravail commence à s'imposer aussi comme un modèle de plus en plus répandu, voire même attendu par les collaborateurs et qui peut représenter un levier aussi de productivité, voire d'optimisation financière. On a de l'automatisation, etc. Donc tout ça pour dire que finalement, l'entreprise suit une trajectoire selon différents drivers, doit se préparer à un plan de reprise d'activité, de continuité d'activité pour pallier aux différents aléas, évidemment, doit s'automatiser, doit prévoir une architecture IT qui lui permette finalement de gagner en agilité, en sécurité et en conformité, évidemment, notamment au regard de la conformité réglementaire, mais aussi RSE au sens large, et puis doit travailler ses data. Voilà pour ce qui est du contexte. Alors, si on devait parler de transformation numérique, si on devait faire un petit constat aujourd'hui, d'après une étude publiée par la Commission européenne, une étude annuelle, hein, qui s'appelle le DESI, Digital Economy and Society Index, la France serait classée au niveau européen 15e sur 27. Ce qui, bon, je vous laisse chacun porter un jugement sur ce classement, mais qui nous paraît en tout cas perfectible pour le moins. Et si alors, ce classement est construit selon 4 indicateurs, hein, que vous voyez ici, le capital humain, donc la compétence humaine, la connectivité des entreprises, l'intégration des nouvelles technologies et puis la digitalisation des services publics. Voilà, ces 4 indicateurs qui permettent d'accéder à cette notation.
Nous avons, si on s'intéresse au troisième indicateur, l'intégration des technologies numériques, un classement encore plus défavorable finalement, puisqu'on est 19e, la France est 19e sur 27. Et puis, si on devait zoomer un peu plus, alors là, c'est sujet à discussion, à explication. Si on devait zoomer sur les factures électroniques, alors nous considérons que ce chiffre-là englobe toutes les entreprises et tous les types de factures en France, mais la France serait classée, 23% des entreprises en 2020 utiliseraient la facture électronique contre 32% au niveau européen. Donc évidemment, ça serait à discuter, le rapport est disponible et public, hein, je vous laisse le consulter si vous le souhaitez. En tout cas, ça nous paraît être un signal de la nécessité d'accentuer en tout cas la numérisation des entreprises, la digitalisation. Si on devait parler maintenant du marché IT, finalement, en France, on s'aperçoit que la tendance est plutôt très favorable avec une croissance des logiciels d'environ 7% par chiffre d'affaires logiciel, sachant que cette croissance est notamment tirée par tout ce qui est SaaS, cloud, qui remplace évidemment une prémisse historique. Hein. Et puis, on a des projets aussi d'expérience utilisateur hein, qui sont au-dessus de cette croissance de 7% annuelle. Ce sont des projets qui tirent finalement nos industries du logiciel. Et une enquête technologie a montré récemment que les DSI étaient 48% à prévoir une hausse de leurs investissements IT en 2022. 48%. Donc, un DSI sur deux prévoit d'investir plus en 2022 plutôt qu'en 2021. Ils étaient 38% l'année dernière. Donc, on voit aussi que là aussi, il y a une accélération de l'investissement et une intensification de cet investissement. Les projets qui en profitent, évidemment, vers quoi on investit? Donc, pour gagner en productivité, en performance, on investit dans le cloud, on investit dans la sécurité, qui sont les préoccupations finalement des entreprises. Hein. On investit dans l'automatisation avec notamment tout ce qui est Robotic Process Automation, RPA, machine learning, intelligence artificielle, bon, plutôt machine learning d'ailleurs, hein, si on devait être plus précis. Et puis, tout ce qui concerne l'automatisation, l'extension de l'automatisation des processus et à l'entreprise étendue et des collaborations aussi, donc les outils collaboratifs, notamment par la pandémie. Alors, une enquête ici, technologie aussi, montre que finalement, si on s'intéresse aux directions financières, leurs priorités, alors j'ai mentionné en couleur celles qui nous paraissent intéressantes dans notre contexte, l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, la simplification et la digitalisation des processus et la trésorerie figurent parmi les principaux sujets aujourd'hui des directions financières. Toujours pour les directions financières, une étude 2022, donc cette année, de Price nous montre, auprès des directions financières, nous montre finalement d'abord que le constat de technologie est partagé, hein, avec au niveau opérationnel, on attend plus d'efficacité, etc. Mais pour apprendre les nouveaux modes de fonctionnement, l'automatisation des processus pour gagner en efficacité arrive en première position avec une entreprise sur trois qui le place à ce niveau-là. C'est dire à quel point l'automatisation est importante. C'est confirmé une nouvelle fois par cette représentation donc, où on parle de 83% des entreprises, des directions financières qui envisagent d'investir dans la digitalisation de la fonction finance. 3 entreprises sur 4 prévoient d'investir dans l'ERP au niveau financier. Et elles sont 2 entreprises sur 3 à avoir lancé ou prévoient de lancer un projet de dématérialisation fiscale. On voit à quel point finalement ces sujets sont importants dans l'entreprise. Et si on devait zoomer un peu plus, finalement, quels sont les processus transactionnels prioritaires? Eh bien, en première position, on a le P2P, donc Procure to Pay. C'est assez remarquable d'arriver devant les processus de clôture qui sont historiquement toujours les principaux processus regardés. Donc, on a l'order to cash avec 20 de réponses. C'est très important de signaler à quel point finalement la digitalisation de la fonction finance et l'automatisation des processus sont importants. Alors, pour terminer, on a représenté ici le processus supply chain finalement qui alimente le processus finance derrière, hein, donc avec évidemment
principalement des factures. Et on a schématisé ensuite les principales fonctions qui sont automatisées au fur et à mesure, hein, de façon progressive, donc de la gestion des fournisseurs, sourcing, les achats, les approvisionnements. Et aujourd'hui, nous en sommes là finalement pour automatiser un peu plus loin et profiter un peu plus des bénéfices de l'automatisation. Il nous reste à automatiser le traitement des factures, donc la réception et le traitement des factures pour aller jusqu'à l'autorisation de paiement de ces factures-là. Évidemment, on rappelle que plus on automatise, plus on dématérialise, plus on numérise, plus on a de chances d'améliorer les bénéfices, donc sur l'axe vertical. Et c'est vraiment pour ces raisons qu'il nous paraît important, nous, CXP, de s'intéresser à cette automatisation qui va au-delà finalement de la facture électronique, etc., qui va jusqu'au traitement. Donc, je laisse Franck vous présenter un peu plus en détail le sujet de la digitalisation de la chaîne de dépenses. France. Merci Patrick, bonjour à tous. Je vais donc poursuivre le flux P2P introduit par Patrick pour vous parler du traitement des factures fournisseurs. Et tout d'abord, pour faire un petit rappel sur le traitement des factures fournisseurs dans les ERP, il dépend naturellement des organisations qui sont en place et des solutions qui ont été ERP qui sont également utilisées, mais généralement, il repose sur les éléments suivants: la saisie en aveugle de la facture fournisseur ou la génération en interne de la facture attendue en termes d'autofacturation, disons. Une autofacturation à partir de la commande ou du bon de réception, puis ensuite, on a le choix entre plusieurs organisations, soit un contrôle systématique de toutes les factures par les achats et les appros, pour qu'ils puissent donner leur bon à payer ou demander un avoir, ou bien un contrôle facture qui est réalisé par la comptabilité fournisseur, qui donne un bon à payer par défaut quand le rapprochement commande bon de réception facture est possible, et qui sollicite par exception les achats et les appros en cas d'écart. Voilà. Et le processus se poursuit par une mise en règlement et un paiement. Mais au global, le processus reste plutôt manuel. Les solutions de dématérialisation au sens large permettent d'améliorer ce processus grâce à deux grandes fonctions qui sont représentées ici en bleu. La première, c'est l'acquisition des factures électroniques dans un format qui est exploitable. Et la seconde, c'est l'AP Automation ou Account Payable Automation, en français automatisation du traitement des factures fournisseurs, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la réforme fiscale 2024-2026, dont on parlera plus tard, elle prévoit que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, elles devront accepter des factures électroniques à partir du 1er juillet 2024. Et en fait, cette capture des factures électroniques constitue la seule exigence formelle de la réforme fiscale en ce qui concerne les factures fournisseurs. Mais on considère, nous, au niveau CXP, que s'arrêter à cette seule acquisition des factures numériques et continuer à traiter les factures ensuite manuellement pour les rapprocher constituerait en fait une rupture digitale dans le processus, une barrière en quelque sorte, si bien qu'il peut paraître plus judicieux d'intégrer cette fonction d'AP Automation, d'automatisation du traitement des factures fournisseurs, pour amplifier le bénéfice acquis avec la dématérialisation précédente sur la brique gauche, là où est mon curseur, et digitaliser l'ensemble du processus P2P jusqu'au paiement, de ce que Patrick a évoqué jusqu'au paiement. Si on zoome un peu plus en détail, pour voir comment fonctionne cette automatisation du processus, d'automatisation du traitement des factures fournisseurs, pardon, on va le voir au travers des flèches qui sont ici en bleu roi. Tout d'abord, une fois que la facture est récupérée dans un format numérique exploitable, les données, le système va contrôler les données en termes de conformité réglementaire et conformité métier. Il va créer un original numérique qui sera archivé pendant 10 ans. Et les données qui ont été contrôlées seront finalement intégrées dans un moteur de réconciliation automatique qui va confronter, rapprocher toutes les données de la facture avec celles de la commande et du bon de réception, et qui va permettre du coup d'approuver la facture et de donner un bon à payer, et ensuite de déverser les informations dans l'ERP pour la suite du processus.
Si jamais le moteur de réconciliation détecte des écarts, finalement, le système va déclencher un workflow d'approbation ad hoc en l'adressant aux personnes acquis de droit, j'ai envie de dire, pour résoudre les problèmes en question. Alors, concernant les bénéfices et les gains de la dématérialisation et de l'AP Automation, les études sur le sujet datent un peu désormais, mais on peut néanmoins citer quelques ordres de grandeur. Les coûts de traitement peuvent être réduits d'environ 70%. Il est possible de réaliser des économies d'environ 5 à 6 euros par facture entrante, voire un peu plus. Le cycle de traitement est réduit de 15 jours, 3 semaines à 5-6 jours. Et enfin, selon une étude réalisée par Arden Partners en 2021 sur les gains mesurés suite à l'adoption d'une solution d'AP Automation, il ressort qu'en moyenne 67% des factures sont rapprochées sans intervention humaine et jusqu'à 90% ou plus pour les entreprises les plus performantes. Alors, il va sans dire que la réforme fiscale 2024-2026 constitue un facteur majeur pour s'intéresser à ces questions et pour s'y intéresser maintenant. La réforme fiscale 2024-2026 prévoit la généralisation graduelle de la facturation électronique dans les entreprises, pour les transactions B2B. Et en fait, lorsqu'on parle de facturation électronique, il ne s'agit pas d'un PDF adressé par mail. Pour mémoire, la facture électronique, en fait, est une facture qui est créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. En ce qui concerne la réception des factures fournisseurs, le sujet qui nous intéresse, le point réglementaire est le suivant. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation d'accepter les factures au format électronique à partir du 1er juillet 2024, avec deux nuances pour les opérations domestiques, c'est-à-dire en France, et entre assujettis français. Pour le volet relatif aux factures de vente, le calendrier est plus progressif et il dépend de la taille des entreprises. Si on rentre un peu plus dans le détail, très concrètement, en fait, une entreprise fournisseur assujettie TVA en France ne pourra plus directement adresser une facture à son client. Pour l'émission, la transmission et la réception des factures, en fait, les entreprises auront le choix entre deux approches, soit passer par un portail public de facturation, soit passer par une plateforme de dématérialisation partenaire de l'administration fiscale qui sera immatriculée et accréditée. Le rôle de ces plateformes de dématérialisation partenaire sera double en fait. C'est celui de transmettre une facture dématérialisée et normée depuis le fournisseur jusqu'à l'entreprise cliente, mais également de d'extraire certaines données de ces factures pour les transmettre à l'administration publique fiscale au travers du portail public. C'est les flèches noires ici qui apparaissent sous forme de Y. Enfin, pour mémoire, pour information, concernant les transactions des entreprises qui ne relèvent pas du contexte des factures B2B dont nous parlons ici entre assujettis français pour des relations commerciales domestiques, les entreprises auront l'obligation de transmettre des informations complémentaires, ce qu'on appelle le e-reporting, pour les opérations B2B internationales, pour le B2C et également pour le paiement des prestations de services. Comme je l'ai indiqué précédemment, les entreprises auront le choix de leur plateforme. Une entreprise de petite taille, par exemple, qui émet peu de factures, pourra saisir directement sa facture sur le portail public de facturation. Tandis que des entreprises plus importantes, qui émettent beaucoup de factures, passeraient a priori par une plateforme de dématérialisation partenaire, notamment pour bénéficier de services supplémentaires. Ce qu'on peut également noter, c'est que, vous le devinez, en fait, comme les entreprises ont le choix de leur prestataire, le chemin qu'emprunte la facture pourra être mixte et un peu en zigzag, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir le cheminement d'une facture comme ceci par le portail public de facturation qui rejoint, selon la flèche bleue en pointillé ici, la plateforme de dématérialisation pour servir l'entreprise cliente.
Voilà. Quoi qu'il en soit, et comme on le voit, la mise en place de la facturation électronique implique d'importantes modifications au niveau des procédures internes et du paramétrage des systèmes d'information, si bien qu'il paraît important et sage d'anticiper ces évolutions et cette réforme en réalisant une évaluation des flux, des systèmes et des procédures qui sont impactés par la réforme, et en évaluant l'opportunité de passer soit par un portail, soit par une plateforme selon ses besoins. Tout ceci afin de se préparer au mieux à cette évolution de la réglementation, voire devancer les éventuelles pénuries d'expertise qui pourraient survenir le moment venu si tout le monde tarde trop à s'adapter à cette nouvelle réforme. Voilà. Je vais passer la parole à Christophe pour qu'il rentre davantage dans le détail encore avec la solution proposée par Generis Group. Merci Franz, merci Patrick. Donc deux parties, je vais vous développer deux parties. Une première partie sur revenir sur le marché de la Pay Automation, sur les principales fonctionnalités, sur les opportunités et bénéfices que cela peut représenter, en décrivant en particulier l'offre de Generix sur ce marché. Et puis je ferai le lien ensuite sur les opportunités de coupler finalement des projets d'AP Automation dans un contexte de réforme fiscale en France. Donc, quelques premiers éléments pour revenir sur le marché et notre positionnement sur ce marché. Donc, aujourd'hui, la Pay Automation, c'est une manière de digitaliser, d'automatiser la chaîne de traitement de la facture entrante, de la facture d'achat, de la facture fournisseur, ce qu'on peut aussi appeler l'OQPI. Dans ce marché, on a aujourd'hui plusieurs segments, plusieurs acteurs. Et ce qui est le plus heureux est d'essayer évidemment d'assembler l'ensemble de ces briques pour constituer une solution unique. C'est parmi les promesses que l'on souhaite faire au marché. Mais aujourd'hui, vous avez un ensemble de technologies que vous devez assembler pour avoir une digitalisation totale. Donc, il peut s'agir de solutions pour collecter les flux, pour donc aussi bien de l'EDI, des réseaux, de l'OCR, pour faire la mise en conformité, l'archivage à valeur probante, la digitalisation ensuite du traitement de la facture au sein de l'entreprise, donc la réconciliation, les workflows d'approbation, on va y revenir, une digitalisation ou une collaboration qui peut s'étendre sur l'ensemble du processus pour Procure to Pay, des services de financement de la supply chain et l'automatisation du paiement. Voilà, pour citer les principales phases. C'est un marché qui est en très forte croissance, en particulier parce qu'il est soutenu par les obligations réglementaires. Il représente environ aujourd'hui 7 milliards de dollars et avec une croissance de 22% par an pour atteindre d'ici 2025 un peu plus de 21 milliards de dollars. Alors, c'est un marché qui est animé de tout temps par la quête de la productivité. Donc, on voit souvent ce chiffre, une capacité à réduire les coûts de traitement sur la facture entrante de 70 à 80%. Mais c'est aussi d'autres drivers, la compliance, bien entendu, oblige les entreprises à y aller, des ambitions d'amélioration de la gestion du cash, des détections automatiques intéressantes sur les fraudes, sur les erreurs, la crise sanitaire qui a amplifié tout ça et qui a démontré qu'on ne pouvait pas avoir des processus hybrides, manuels ou basés sur le traitement des factures papier. On a malgré tout, parce que c'est un marché ancien, hein, Generix est acteur de ce marché depuis 1996, on a malgré tout des freins historiques qui font qu'aujourd'hui le taux d'utilisation des solutions reste limité, même si dans notre baromètre on a des chiffres assez différents de ceux de la Commission européenne. On a tout de même des freins bien connus. Il est difficile de déployer son écosystème. Comme toute démarche numérique, hein, il est toujours difficile d'avoir 100% des fournisseurs qui adressent 100% des factures et surtout avec des données exploitables de qualité. Donc c'est ce qui ressort de la dernière version de notre baromètre. 45% des entreprises sont équipées d'un système de traitement de la facture entrante par voie électronique, mais à peine la moitié parviennent par contre à déployer la moitié des volumes. Donc on a une vraie difficulté à aller chercher finalement l'ensemble des bénéfices, puisque lorsqu'on dit qu'on peut gagner par exemple 10 € par facture entrante, et bien entendu, ça sera proportionnel au volume de factures qu'on arrive à capter. Donc notre positionnement, notre métier sur le domaine de l'invoicing, c'est de proposer aux entreprises d'améliorer leur efficacité, la visibilité, la gestion du cash, tout ceci en utilisant une seule plateforme qui traite à la fois la facture électronique, la digitalisation de la fonction comptable, des services de financement, des services de paiement, et tout cela nécessairement dans le respect des contraintes réglementaires. Je vais faire un zoom additionnel sur les bénéfices.
au sein du cycle de traitement de la facture entrante. Vous avez deux codes de couleurs qui vont nous permettre d'identifier que sur les études bien connues, notamment celle de GS1 qui est régulièrement reprise, où on indique qu'on peut passer d'une facture qui coûte en moyenne 14 € de traitement à 4 €, donc on a quasiment 10 € de gain, eh bien 27% de ces gains sont acquis parce que la réforme fiscale vous oblige à faire, c'est-à-dire capter du flux par voie électronique, l'auditer, le contrôler, et puis créer des originaux et les intégrer dans vos systèmes de comptabilité. Donc on comprend bien l'idée du slide, c'est de dire le complément de gain, vous allez l'obtenir si vous allez plus loin. Hein, et parce que ce qui coûte cher, c'est pas essentiellement d'archiver ou de récupérer la data électronique, c'est surtout ensuite de la rapprocher, de traiter les litiges, de faire la mise en paiement, de faire la réconciliation aussi éventuellement, le lettrage avec les informations bancaires. Donc c'est tout cela que va promettre d'automatiser les Account Payable Automation. Alors, pour détailler notre offre, une animation que je vous propose à présent. Donc c'est une offre qui traite à la fois la facture entrante et sortante, hein, donc, mais je vais essentiellement zoomer sur les briques utilisées pour la facture d'achat et vous verrez en grisé d'autres briques que je ne commenterai pas. Donc la première chose importante, c'est ce qu'on appelle l'invoice capture, donc différentes technologies pour capter 100% du flux, parce qu'évidemment les fournisseurs ont des taux d'équipement, des pratiques différentes. Donc on peut avoir, et en volume en général, ce que l'on a le plus sont des factures électroniques, au sens de la définition nouvelle de la Direction générale des impôts, c'est-à-dire contenant des données structurées, automatiquement exploitables par des systèmes, donc c'est en d'autres termes l'EDI. Ça peut être également, c'est encore autorisé, des factures qui peuvent être saisies sur des portails, des factures qui peuvent être transmises par mail, bien souvent elles seront ensuite digérées par des systèmes d'OCR, des factures construites par de l'autofacturation, des systèmes de PO Flip, voilà, je ne vais pas tout détailler. L'idée étant de proposer un catalogue de solutions suffisamment ouvert pour capter un maximum de fournisseurs. La phase suivante consiste à auditer ces données. Donc, à tout moment que la facture soit arrivée en PDF ou qu'elle ait été saisie, on va manipuler des données électroniques. Ces données, on va les auditer à partir d'un certain nombre de patterns dans les entreprises pour pouvoir identifier, alors, au minimum des écarts avec la réglementation, mais au-delà de ça, des tentatives de fraude ou bien des erreurs, donc des choses assez classiques hein, sur les doublons, sur les fournisseurs non déclarés dans votre base, sur des problèmes de réconciliation entre le fournisseur et le code IBAN, par exemple. Puis, on va créer des originaux fiscaux en appliquant les contraintes réglementaires pays par pays. On fait ça environ sur 60 pays. Et donc, la France, effectivement, progresse vers un modèle de clearance dans lequel les factures sont transmises obligatoirement soit par l'État, soit par un prestataire tel que Generix. Quand on parle de tax compliance, le sujet de l'archivage est lié. Donc, les factures doivent être archivées. On doit leur donner une valeur probative. Donc, c'est ce que propose cette solution. Je passe à une seconde ligne qui est davantage métier. Finalement, la première ligne, c'est ce qu'une réforme fiscale comme celle de la France vous oblige à faire. La seconde ligne va plutôt correspondre à des bénéfices métiers, à des ajouts de fonctionnalités métiers, sachant qu'évidemment, l'entreprise fera le choix d'utiliser la solution à son rythme, éventuellement uniquement sur la première ligne de solution, ou d'aller plus loin sur la Pay Automation, sur des services de financement et sur des services de paiement. Donc la Pay Automation, en quelques mots, donc on va retrouver des solutions qui vont permettre de traiter automatiquement la réconciliation de la facture entrante avec un système de multi-way matching. Donc, on va matcher avec la commande, on va matcher avec les données de réception et on va pouvoir aussi matcher avec des données de contrat. Bien entendu, dans 20-25% des cas, la facture est sans commande. Donc, dans ces cas-là, elle sera directement intégrée vers un workflow d'approbation. Ce workflow d'approbation, il est aussi souvent déclenché à la sortie du système de réconciliation automatique, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on ne parvient pas toujours à réconcilier complètement. On peut rencontrer des problèmes très classiques hein, de référentiel, de montant, de lignes de facturation qui ne faisaient pas partie de la commande, qui ont été ajoutées, des emballages par exemple. On peut rencontrer des problèmes de prix. On peut rencontrer tout un tas de problèmes, par exemple également pour assigner des codes d'imputation comptable. Donc tout cela va déclencher des workflows qui auront été préécrits dans l'entreprise, hein. Workflow s'appliquant dans tel cas, par exemple déplacement de quantité, workflow s'appliquant sur telle activité, tel type de produit, tel type de fournisseur. Donc dans ces workflows, des utilisateurs vont être sollicités, ils peuvent d'ailleurs être externes à l'entreprise, le fournisseur peut lui-même venir aider à gérer un litige, puisque ces workflows permettent aussi non seulement d'aller vers le paiement, enfin
mais aussi de résoudre des problèmes de correction ou de litige qui peuvent apparaître. Donc ces workflows donnent des droits, donnent des tâches à un certain nombre d'acteurs qui, à leur tour de rôle, vont venir réconcilier la facture. On finira par lui donner un statut OK to Pay, donc sur lequel on va pouvoir ensuite déclencher les phases suivantes. Donc les phases suivantes, je reviendrai sur le purchase to pay après, mais les phases suivantes sont les phases de paiement. C'est-à-dire, est-ce que je souhaite proposer un service de financement à mon fournisseur, ou est-ce que mon fournisseur m'en propose un, qui va constituer finalement un paiement accéléré de la facture. Donc, l'un des processus que l'on déploie le plus chez Generic, c'est l'Early Payment Discount, hein, et qui bénéficie non seulement de la réforme, mais aussi de la réconciliation plus rapide qui aurait été faite sur la facture. Si hier, on avait 3 semaines en moyenne pour réconcilier une facture et que dans des organisations, certains de nos clients comme Carrefour sont aujourd'hui autour d'une journée, eh bien, vous avez 59 jours potentiellement pour payer la facture plus tôt. Donc, l'idée va être de dire au fournisseur, je te la paye 50 jours plus tôt. Évidemment, en contrepartie, il y a un discount qui est proposé. L'opération pouvant être faite dans l'autre cas, un fournisseur qui aurait du cash pourrait aussi proposer des principes classiques d'escompte vis-à-vis de ses clients. Donc, c'est un des services qui fait partie de la famille des services de financement de la supply chain. Ce n'est pas le seul, c'est celui qu'on met le plus en avant aujourd'hui. Après donc le décalage possible finalement de la date de paiement, on va trouver des fonctions classiques de paiement. Donc, on va aussi pouvoir prendre la main pour automatiser des ordres de paiement ou bien proposer des paiements manuels, que ce soit à travers des cartes bleues, des wallets ou des virements traditionnels. Alors le P2P en plus de cela, c'est la capacité d'ouvrir la relation collaborative avec les fournisseurs sur d'autres processus pour avoir une vision complète de ce processus d'achat. Donc on va le faire à travers un certain nombre de portelettes qui constituent les phases d'achat, mais aussi les phases importantes de logistique. Dans la solution, on a aussi toute une série de services, bien sûr, pour monitorer et avoir une vision analytique et décisionnelle de ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup pour exploiter en particulier des technologies de machine learning qui peuvent être présentes à cet endroit-là. On a, et ça fera le lien avec le slide précédent, on a aussi un certain nombre de technologies pour interagir avec vos applications métiers. La solution, en effet, ne peut pas travailler toute seule. Donc, elle est par définition collaborative. Cette collaboration se fait avec vos applications, mais aussi avec vos fournisseurs. Donc, sur la partie basse du slide, ce qu'on veut indiquer, c'est que la détection des fraudes, évidemment, ne se fait pas sans interagir avec vos référentiels. L'AP Automation ne fonctionne pas sans récupérer vos référentiels de commande ou de réception, par exemple. L'AP Automation peut donner la main dès qu'il a terminé à des services, par exemple de early paiement qui ne seraient pas dans la solution. L'early paiement peut évidemment à son tour collaborer avec vos systèmes de comptabilité ou vos systèmes de trésorerie et ainsi de suite. Donc c'est à vous, comme je le disais tout à l'heure, de déployer plus ou moins de parties de la solution et de faire interagir cela en général avec des systèmes de type EAI ou de type API selon le besoin de temps réel que l'on a dans les transactions avec vos applications. Sur la partie haute du slide, on a rappelé toutes les étapes de collaboration qui sont proposées aux fournisseurs, l'idée étant aussi de leur décharger une partie des charges de traitement de cette facture entrante. Donc, on va les aider à créer de la facture, on va leur proposer de corriger des problèmes de référentiel, on va les faire intervenir dans des gestions de litige, par exemple pour accrocher des pièces justificatives. On va aussi de plus en plus leur donner de l'information sur la manière dont on traite les factures, et ça les intéressera pour qu'ils puissent optimiser le cash de leur côté. Alors ça, c'est pour vous montrer quelques images de la plateforme. On n'a pas le temps, évidemment, de faire une démonstration et ce n'est pas l'objet. Donc, vous avez une page d'accueil qui vous permet de piloter vos flux et d'accéder aux fonctions principales en fonction du type d'utilisateur que vous êtes. Ici, vous avez une image de la console de rapprochement. Et puis ici, vous avez une image de ce que l'on utilise le plus finalement, qui est le cockpit de suivi des traitements effectués sur les factures, sur lequel on a un certain nombre d'actions possibles, en fonction de ses droits évidemment. Alors en synthèse sur les principaux bénéfices que présente un système d'AP Automation, vous voyez que le système d'AP Automation ne vit pas de toute façon sans l'amont et l'aval, hein, donc il faut bien le voir dans son ensemble. Si on n'a pas mis en place des solutions de compliance, elles sont obligatoires, d'invoicing, et puis derrière, si on n'a pas réfléchi à comment optimiser le cash, on n'a pas une solution complète. Donc si on a une vue complète du traitement de la facture entrante, on peut rappeler donc les bénéfices qu'on a déjà indiqués sur les coûts de traitement.
Donc, en général, moins de personnel pour pouvoir traiter davantage de factures et du personnel qu'on va pouvoir fidéliser et attacher à des tâches plus intéressantes qui vont créer de la valeur pour l'entreprise, par exemple pour avoir des clôtures plus fiables, pour proposer des services de financement aux fournisseurs, pour améliorer la qualité de la relation avec les fournisseurs. On va donc réduire les cycles de traitement. On a vu que ça, c'était l'opportunité à proposer des services de financement. Ces services de financement peuvent être multiples, hein, donc on est dans le domaine du working capital. On va globalement améliorer la relation avec le fournisseur parce qu'on le paye au pire à l'échéance, on lui donne de l'information sur ce qui va être payé, on lui permet de résoudre rapidement les litiges, on lui offre parfois aussi des services qui l'aident à créer ses factures s'il n'y arrive pas tout seul. On va automatiser avec des moteurs d'intelligence artificielle en particulier, un certain nombre de rapprochements qui vont permettre, par exemple, de réduire le taux de fraude. Dans une étude IDC, on indique qu'une entreprise, en moyenne, détecte 45 violations à sa politique d'achat par an lorsqu'elle le fait manuellement, et avec des systèmes automatiques, ça dépasse 200 cas par an. C'est pour un exemple. La solution va aussi vous permettre d'être en conformité avec les différentes contraintes réglementaires, pas seulement nationales, donner plus de visibilité à l'ensemble des acteurs et avoir une meilleure traçabilité sur ce que chacun a fait au sein de la plateforme et sur les différentes étapes de traitement des factures. Ça, c'est nécessaire aussi pour renseigner les obligations de piste d'audit. Alors, je fais la transition à présent avec le sujet de la réforme fiscale. Donc, cette réforme fiscale, pour vous en redonner quelques éléments complémentaires à ce que Franz nous indiquait tout à l'heure, donc c'est effectivement, première chose, l'obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques. Alors, j'ai souligné le terme électronique parce qu'il y a une redéfinition de ce qu'est une facture électronique dans l'ordonnance du 15 septembre dernier. Donc, et c'est intéressant, hein. Donc, une facture électronique, c'est obligatoirement une facture qui comprend des données structurées. Donc, la facture email, enfin PDF envoyée par mail, n'est plus une facture électronique. La deuxième chose dans les obligations données aux entreprises, c'est que vous allez devoir demander à votre prestataire d'extraire un certain nombre d'informations de cette facture pour les envoyer à l'administration. Ce sont les données obligatoires qui vont permettre de faire le recoupement du côté de l'administration pour détecter les gaps et les tentatives de fraude à la TVA, parce que c'est l'objectif principal de l'administration sur cette réforme. La troisième obligation, elle va avec l'objectif principal, c'est étant donné que l'administration n'aura pas une vue globale de votre activité en matière de TVA, si elle se contente d'auditer vos flux entre assujettis sur le territoire domestique, elle va vous demander en plus de transmettre des informations sur vos ventes avec les non-assujettis, en l'occurrence les consommateurs, les particuliers, ce qu'on appelle le B2C. Elle va vous demander également de lui transmettre des informations sur vos acquisitions et vos ventes dans le domaine hors domestique, intracommunautaire et au-delà. Et puis, elle va vous demander, cette fois plus pour des informations de date d'exigibilité, de lui retourner les informations de données de paiement sur les prestations de services. Elle va vous demander aussi, à travers les prestataires, de déclencher des statuts de cycle de vie. Donc, à chacune des étapes, j'ai transmis, ça a été reçu, ça a été rejeté, ou bien ça a été accepté et ça a été encaissé. Tous ces statuts, on a beaucoup de mal aujourd'hui à récupérer dans des systèmes interopérateurs où l'interopérabilité ne se fait pas facilement. Eh bien, une fois qu'on les aura, ils vont nous permettre justement de faire fonctionner des systèmes comme l'early payment et globalement de donner de la visibilité sur le cash. Autre chose intéressante poussée par cette réforme, l'administration a modélisé les 20 cas d'usage les plus complexes. Et ça, c'est important parce que les entreprises se posaient toujours des questions sur quand est-ce que je fais un avoir, quand est-ce que je fais une facture rectificative, comment je fais fonctionner mon processus d'escompte, comment je fais fonctionner mon processus d'autofacturation. Donc, tout cela est aujourd'hui documenté et on doit se tenir de le faire fonctionner comme c'est écrit. On aura aussi des nouvelles mentions obligatoires, des nouveaux formats de données, l'obligation de rentrer dans le modèle en Y qui a été présenté tout à l'heure, et puis l'obligation d'être inscrit dans l'annuaire de l'administration qui permet de déployer automatiquement les flux. Je vais y revenir, c'est un des points très intéressants pour vous, pour nous, qui va permettre d'aller vers 100% des factures traitées de façon digitale. Alors pour finir, donc les bénéfices et les opportunités de la réforme pour l'entreprise, donc au-delà de la contrainte réglementaire. Alors selon l'administration, ce qui est mis en avant, ce sont des économies. Donc l'administration indique aux entreprises le traitement d'une facture papier versus le traitement d'une facture électronique, c'est potentiellement 10 € d'économie. La deuxième chose que l'administration met en avant, c'est on va simplifier les obligations déclaratives relatives à la TVA. Et puis la troisième chose, c'est pour les acteurs de bonne foi, il y aura des détections automatiques de fraude et cela profite à tout le monde.
ce que l'on ajoute à cela, c'est que la réforme crée des opportunités en apportant un certain nombre de contraintes. Donc, le fait que 100% des factures électroniques vont à présent être manipulables, structurées, et que cela va concerner 100% des acteurs, c'est quelque chose dont on rêve depuis que ça existe. Ça fait donc plusieurs décennies que l'on aimerait pousser les bénéfices à 100% du potentiel et que l'on aimerait réduire les délais pour pouvoir déclencher un certain nombre de nouvelles catégories de services. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les entreprises et les opérateurs de services. La deuxième chose, c'est que cette nouvelle définition de la facture électronique va également nous apporter des données de qualité, puisqu'on sera obligé de produire des données structurées et non pas des extractions plus ou moins délicates avec des systèmes d'OCR plus ou moins fiables. L'OCR est toléré dans un premier temps et il disparaîtra même, je ne sais pas trop comment l'administration arrivera à surveiller ça, mais elle souhaite même le faire disparaître des processus de traitement de facture. Donc on est vraiment sur une facture à données structurées de façon une naissance numérique, si je puis m'exprimer ainsi. L'intérêt aussi, c'est que l'administration demande un certain nombre de données, plutôt beaucoup. Et donc, ça va permettre aussi, lorsqu'on est un acheteur, de pouvoir récupérer et traiter les factures à la ligne, alors qu'on se contente aujourd'hui principalement de travailler sur les entêtes-pieds. Le déploiement va pouvoir se faire à moindre coût, puisqu'un système d'annuaire fédéré va être mis en place. Donc, très aisément, l'émetteur consulte l'annuaire et à partir de là, sait comment et à qui envoyer la facture vers le destinataire. Alors qu'aujourd'hui, si vous le pratiquez, vous savez que le déploiement reste fastidieux. Voilà pour les principaux avantages. Les autres, je les avais déjà un petit peu illustrés. L'opportunité d'avoir des cycles de vie, des statuts me semble également intéressant pour donner de la visibilité et déclencher des services de financement, par exemple. Merci Christophe. Je vous propose de passer tout de suite questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, j'ai une première question qui est combien de temps faut-il pour imaginer mettre en place une telle solution? Si je peux prendre cette question, je dirais qu'évidemment, ça va être variable en fonction de la taille de l'entreprise et de la complexité de son système de facturation. Faut bien avoir en tête que quand on parle de facture, on a en fait énormément de cas de facture. Une facture d'achat n'est pas une facture de marchandise ne se traite pas comme une facture de frais généraux, par exemple. On peut avoir des factures rectificatives, des factures multicommandes, etc. Donc, en fait, on va souvent travailler par étapes, c'est-à-dire par catégorie de factures. Ça peut être une manière de déployer le projet, ce qui fait que le projet va être mis en production en général sous 2 mois, mais pas nécessairement pour 100% des cas de facturation. Et donc, ensuite, on va échelonner le déploiement selon diverses stratégies en fonction des entreprises, et ça peut durer jusqu'à 6 mois. Une autre question, le passage par le portail public de facturation est-il obligatoire? Ce qui est obligatoire, c'est de passer, donc la réponse est non. Ce qui est obligatoire, il n'est plus possible d'envoyer la facture à son client. Donc, on le fait soit à travers le portail public de facturation, qui a le bénéfice d'être gratuit, mais qui présente aussi un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire qu'on donne la facture à l'administration, donc on lui donne des informations dont elle n'a pas besoin, et puis les services sont limités. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement de passer par un prestataire, un partenaire de dématérialisation de l'administration. On pense qu'il y en aura une 50aine. Alors, une autre question, est-ce que des plateformes privées existent ou la seule existante est-elle Chorus? Alors, aujourd'hui, Chorus est un bon modèle. Chorus Pro s'appellera probablement Chorus tout court et il permettra demain de traiter les factures B2B et les factures B2J. Donc Chorus Pro, c'est le seul point d'entrée vers vos clients de l'administration, à la différence de ce qui va se passer dans le B2B où le point d'entrée sera la plateforme retenue par votre partenaire acheteur. Donc demain, il y aura bien, l'administration française a voulu répliquer le modèle mexicain. Donc au Mexique aujourd'hui, il y a 70 acteurs privés qui font fonctionner le système de facturation au sein du pays. Privés et agréés. Donc ce sont des prestataires, tout comme en France, qui seront référencés sur le site de la DGFiP et qui auront eu tout un processus complexe pour devenir immatriculés. Très bien. Alors, comment combiner cette dématérialisation avec un contrôle financier interne tel que JSOX? Cela équivaut à avoir 2 niveaux de contrôle.
ou un lié à la réglementation et un autre lié au process interne? Alors donc il y a plusieurs éléments dans la question. Il faut avoir en tête d'abord qu'on est non seulement indépendamment de la réforme qui ne va pas tout remettre à zéro, on a déjà aujourd'hui une obligation de piste d'audit, donc qui va rester. Donc cette obligation de piste d'audit, elle est connue des comptables, hein, elle était pratiquée avant qu'elle soit obligatoire, et donc elle est là pour être en capacité de démontrer le fondement de toute facture. Donc démontrer que vous avez un processus suffisamment tracé, contrôlé, documenté, qui démontre, justifie que ce que vous payez, c'est bien ce que vous avez acheté au prix que vous l'avez négocié, au bon partenaire. Évidemment, on cherche à éviter toute fausse facture ou facture ne correspondant pas à une réelle activité. Donc, je pense que la mise en place d'une piste d'audit, si elle est bien faite et qu'elle colle à votre processus, au final, elle vous permet de répondre à peu près à toutes les réglementations qui peuvent être de différentes natures au niveau géographie, hein. Évidemment, on peut faire référence à des obligations qui ne sont pas que françaises, notamment américaines, mais elles tournent toujours autour de la circulation des informations financières et la manière dont vous les contrôlez et où vous pouvez démontrer que vous contrôlez vos flux. Alors, une question, je pense, directement pour Générix. Votre solution intègre-t-elle également les briques d'acquisition type OCR, scan, etc.? Oui, il y a à l'intérieur de la solution deux sous-offres qui s'appellent Générix Cognitive Data Capture et Générix Self-Learning Studio. Donc, c'est deux jolis termes pour dire qu'il y a effectivement un OCR de nouvelle génération créé pour le cloud, qui s'appuie non plus sur des mécanismes de template comme par le passé, mais qui s'appuie sur une reconnaissance directe des données de la facture, extraction à la ligne comprise, avec un taux de reconnaissance beaucoup plus important que ce qu'on a pu connaître dans les plateformes d'hier, et un système de vidéocodage intégrant du machine learning, c'est-à-dire que toutes les corrections faites par l'utilisateur sont enregistrées et sont refaites automatiquement si à nouveau ce type d'erreur se produit. Plus une question sur l'architecture type, c'est comment ce type de système s'intègre dans son SI? Alors, j'avais un schéma tout à l'heure sur ce point. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'interactions, hein, c'est un vrai sujet. Donc, il faut que la plateforme d'AP Automation ait une vraie puissance d'échange avec vos applications, puisque on ne cesse d'interroger vos applications et les workflows de vos applications, hein. Donc, ça dépend évidemment des ERP et de la manière dont vous avez déployé leur brique applicative. Mais donc régulièrement, par exemple, dans le workflow d'approbation, on peut être amené à demander à l'ERP une clé, un contrôle, un code d'imputation, par exemple. Donc, il y a à la fois des échanges asynchrones et il y a beaucoup d'échanges en temps réel qui vont se faire avec les applications. Et ça va bien sûr dépendre. Là, c'est vraiment au cas par cas, entreprise par entreprise, en fonction de son patrimoine applicatif. Est-ce qu'on peut l'interroger? Oui, non. Mais c'est une vraie partie du projet. Très bien. On a pas mal de questions aujourd'hui. La plateforme partenaire peut-elle faire l'objet du reporting à l'administration fiscale également pour le B2C, sinon connu dans l'annuaire, et se charger de l'envoi papier ou mail selon un paramétrage? Alors, en tout cas, pour ce qui est de Générix, qui a fait, on suit la construction de la réforme depuis 2 ans, donc on est en qualité on est l'un des principaux opérateurs de facture électronique en France, donc on est concerné au premier chef. On a fait savoir à l'administration, à sa demande, que l'on avait bien entendu l'intention d'être un partenaire immatriculé. On a l'intention à l'intérieur de notre offre de couvrir toutes les facettes de la réforme, donc dont effectivement l'obligation de transmission des données de facturation et de transmission des données de e-reporting, qu'elles soient d'ailleurs B2C ou autres. Donc ça, oui, complètement. Et dans notre offre aujourd'hui, on est déjà multicanal, si je puis dire. Donc on va continuer à prendre du papier et surtout du non structuré en entrée pour en constituer du structuré, et en sortie aussi, on va continuer, tant que c'est légalement possible, d'également pouvoir, à partir d'un fichier électronique, faire de l'éditique, hein, donc reconstruire de la facture papier pour les grands facturiers qui ont encore des émissions de facture papier.
Bien, enfin, bon, je vous propose de passer à la dernière question. Quels sont les autres pays en Europe ou dans le monde ayant adopté ou adoptant ce principe français de réglementation des factures? Pour l'export ou l'import des marchandises, y a-t-il des spécificités de gestion de dématérialisation? Alors, donc c'est une démarche qui est devenue effectivement quasiment mondiale, hein. Bilantis, dont j'ai parlé tout à l'heure de l'étude annuelle, estime que d'ici 2025, la majorité des pays qui pratiquent la TVA, parce que c'est quand même ça qui est le moteur, donc environ 160 pays dans le monde, auront ou s'orienteront vers des systèmes de clearance. Donc ce que fait la France, c'est ce qu'a fait l'Amérique du Sud avant elle, et c'est ce que sont en train de faire beaucoup de pays au sein de l'Union européenne, le tout premier ayant été l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ou bien des pays comme la Hongrie, la Turquie, enfin la Turquie n'est pas dans l'UE, mais où la Pologne avait contourné, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des restrictions au sein de la directive européenne, mais enfin, avait contourné ces restrictions par des systèmes de e-reporting. Et aujourd'hui, donc derrière la France, on sait que l'Espagne, le Portugal, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique ont déjà annoncé des programmes qui ressemblent totalement au programme de la France, hein, donc mettre en place une obligation de la facture électronique avec des mécanismes de clearance. Et alors, pour la fin de votre question sur l'import-export, ça c'est une partie compliquée puisqu'en fait les États qui mettent en place une réglementation comme la France, évidemment, il y a des problématiques de souveraineté réglementaire. Donc, ils sont en capacité de dire à leurs assujettis ce qu'ils doivent faire, mais ne peuvent pas dire aux assujettis hors de France avec lesquels vous travaillez ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est pour ça que vous allez continuer à risquer d'avoir un peu d'hybride dans vos processus. Vous pouvez, en 2026, il se peut que vous receviez encore des factures papier de l'étranger et que vous soyez encore obligé d'en transmettre vers l'étranger sous format papier. Ce que l'administration a fait dans son système de e-reporting, c'est qu'elle vous demande par contre, quel que soit le traitement des factures intra ou import-export, à fois international, de lui en faire la synthèse à travers l'obligation de transaction des données de vente internationales. Très bien. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Alors, je passe à une dernière question. À quelle entreprise profite le plus l'adoption de l'AP Automation? Définitivement à l'acheteur. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais en tout cas, entre le fournisseur et l'acheteur, c'est l'acheteur qui en profite le plus puisque c'est chez lui que les coûts sont les plus lourds. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce bel éclairage. Je pense que nous étions nombreux ce matin et c'est un sujet ô combien d'actualité sur au moins les 2 prochaines années. Je vous propose donc, pour terminer, de vous présenter nos prochains webinaires très rapidement. Donc, le 15 février, on continuera sur la lancée de la dématérialisation des factures. Pour ensuite, le 15 mars, parler de l'IBP et comment il peut vous aider dans le pilotage intégré de votre supply chain et de finances. Le 12 avril, sur l'obsolescence et les ERP, donc c'est comment rebondir et quelles alternatives à la migration. Et enfin, sur mai-juin, vous aurez également toute la partie SIRH en termes de société de services, notamment quels ERP choisir. Et enfin, on terminera avant l'été sur le cloud, oui, mais lequel. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci, messieurs, pour cette intervention. Et donc, vous avez les coordonnées de Christophe, Franz et Patrick qui sont à votre disposition si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.